Bonjour à tous. Merci de votre fidélité pour cette première édition de Ready for IT. On est heureux de vous recevoir et d'essayer de vous répondre aussi sur la Digital Factory, autre manière de fournir du service. Sur cette table ronde, qui n'est pas tout à fait ronde, donc j'ai convié Sophie Troel, directrice de la Digital Factory d'Air France. Merci Sophie. Peut-être un petit mot pour nous présenter votre parcours et puis ce que rapidement représente aujourd'hui la Digital Factory. Alors, je ne sais pas si ça marche. Allez-y, Si parlez vous bien entendez. près du micro. Ouais. Oui. Mon parcours, en fait, je ne suis pas un pur player de l'IT, ni de la cybersécurité d'ailleurs. Je suis plutôt pur player innovation. Et comme vous devez le savoir, on ne peut pas parler innovation si on ne parle pas d'implémentation, et on ne peut pas parler d'implémentation si on ne travaille pas avec les équipes IT. Donc moi, j'ai travaillé sur beaucoup de sujets innovation. Dernièrement, j'étais plutôt dans un métier très opérationnel, donc manager de business unit à l'aéroport au hub de Charles de Gaulle. Et pour faire le lien avec la Digital Factory, après 4 ans, je devais prendre un poste encore dans l'innovation, donc pour ressortir de l'opérationnel. Et là, une personne me demande, en charge de la transformation, Amel Hamouda pour la citer, me dit, écoute, il y a une question, on n'arrive pas à répondre à la question, c'est très ouvert, on ne sait pas. Faut-il mettre en place une Digital Factory? C'est un peu à la mode et on voudrait répondre à la question, si oui ou c'est non, mais en tout cas, on ferme le sujet et on l'adresse directement. Et donc, pour tout vous dire, je pensais qu'au bout de 15 jours, j'allais terminer l'étude en disant, bon, bah, si c'est pour faire une boîte avec un joli ruban, faire un coup de com', on n'en est plus à ça, donc on va dépasser et on va dire que c'est pas la peine. Donc ça, c'était le point de départ. Et puis, en fait, si je suis là aujourd'hui pour témoigner, c'est que l'histoire a été un peu différente, mais On je va en laisse... parler. voilà. On va en parler, merci beaucoup. Donc à votre gauche, Thierry Scanf, vous êtes le directeur Data for Business, mais je crois que c'est plus compliqué que ça encore votre titre. Il n'y avait pas assez de place sur la slide. Chez Veolia, merci également de vous présenter, s'il vous plaît. Alors, j'expliquerai tout à l'heure ce que recouvre la Digital Factory, mais rapidement mon parcours. Moi, j'ai commencé l'informatique. J'ai horreur de l'informatique. J'ai commencé l'informatique parce que je voulais comprendre ce que c'était en sortant de l'école. Et j'ai fait quelques années en SS2I. Ensuite, je suis rentré chez Veolia, qui ne s'appelait pas Veolia, pour faire du business. J'ai été rattrapé par l'informatique. J'ai fait différents postes, développement software, infrastructure, partenariat avec un certain nombre de sociétés informatiques. Et puis, effectivement, j'ai remonté cette entité Data for Business qui regroupe la Digital Factory, mais pas que la partie technique. Parfait. Et Pascal Basset, bonjour. Vous êtes directeur de la transformation chez les Mousquetaires, donc c'est le groupe Intermarché, c'est ça? Absolument. Intermarché étant une des enseignes. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Pardon. Oui, Intermarché étant l'enseigne la plus connue, mais c'est également Bricomarché, Bricorama, Netto, Poivre Rouge ou American Car Wash, pour n'en citer que quelques-unes. Alors on va commencer avec vous, peut-être avec la date de démarrage justement de cette Digital Factory. Alors, je peux peut-être quelques mots sur mon parcours. Aussi, oui, bien sûr. Absolument, pas de jaloux. Alors moi j'ai fait effectivement j'ai pas mal d'années d'IT à mon actif. J'ai été développeur, j'ai fait de l'infra, ensuite j'ai été RSSI pendant un certain nombre d'années pour Technicolor, PMU. Ensuite j'ai été j'ai été DSI international chez PMU. Excusez-moi. Et puis ensuite j'ai été directeur de la transformation et de l'innovation. Donc j'ai mis un pied dans l'innovation. Aujourd'hui je fais de la transformation chez Mousquetaires, c'est-à-dire qu'il y a trois axes sur lesquels je travaille. L'axe organisationnel, comment on met en place de l'agilité d'entreprise, comment on rapproche l'IT des métiers, vaste sujet. Et puis, j'ai en charge les équipes digitales et data également. Alors justement, la genèse de cette Digital Factory dans ce groupe. Alors, la Digital Factory, déjà en termes de périmètre, nous adressons le e-commerce de l'ensemble de nos enseignes, Bricomarché, Intermarché. Donc, ces applis mobiles, les sites web et puis tout ce que l'on peut faire comme animation client sur des dispositifs essentiellement mobiles. La Digital Factory, elle est née d'un échec assez violent où pendant, on va dire, 18 mois, on s'est lancé dans un vaste projet de modernisation du e-commerce et puis ça a été un échec puisque ça n'a pas fonctionné. C'est un projet qui a été conduit
essentiellement par les métiers et sans l'IT. Sauf qu'à un moment, il faut bien raccorder tout ça. Et quand il s'agit de poser une nouvelle solution dans une infrastructure existante, ça peut frotter. Donc c'était la motivation initiale de rapprocher La motivation les métiers initiale, voilà, c'est avec comment l'IT. est-ce que l'on peut réussir ensemble un projet de transformation comme celui-là, qui n'est pas que technique, hein, c'est un projet de transformation en termes de process, en termes d'organisation, en termes d'expérience client. Et donc là, nous sommes convenus de rassembler IT et métier dans une organisation copilotée et en co-responsabilité. Voilà l'idée. Et l'objectif qui était visé, c'était effectivement aller plus vite, accélérer, puis apporter plus de valeur à nos clients plus souvent. Sophie, même question donc sur les objectifs escomptés par cette Digital Factory et les motivations pour la créer. Donc, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas parti d'un concept qu'on aurait été benchmarké à l'extérieur. On a vraiment voulu créer quelque chose qui réponde à nos besoins. Pour ça, on est reparti voir les métiers, les différentes organisations d'Air France. Et la question était, est-ce que vous avez besoin d'expertise pour accélérer vos projets digitaux ? Et avant de déterminer qu'il fallait une Digital Factory, c'était bien revenir sur le besoin et comment on pouvait aider ces équipes, sachant que, vous l'avez deviné, il y avait du digital avant que la Digital Factory arrive. Est-ce que c'était pas créer de la redondance ? Donc ça, c'était la première chose, bien comprendre les besoins pour accélérer les projets. Et puis, ayant été dans l'innovation pendant quelques années, on le sait, souvent, ce n'est pas les idées qui manquent. Non seulement il y en a en interne, mais aussi à l'extérieur. Beaucoup de gens ont des idées pour vous et pour votre business. Donc, l'enjeu, c'est l'exécution, l'implémentation. Et donc, c'était accélérer et implémenter, donner vie à ces idées que les métiers pouvaient avoir. Ça a été la raison de départ. Merci. Et Thierry, donc à votre tour, quelle est peut-être la date de démarrage, on peut la rappeler, de la Digital Factory et puis ses motivations initiales? Alors nous, ça a démarré il y a 3 ans, pas tout à fait dans la configuration qu'on connaît aujourd'hui, puisque ça a démarré en fait avec à la fois une attraction liée à une arrivée de nouvelles personnes, qui était le patron de la transformation digitale, et qui était féru d'IoT et de 5G à l'époque, et qui disait, ben voilà, ça va bouger partout, il faut que je disrupte, et il faut qu'on crée quelque chose qui va nous faire passer monde Veolia, où on est sur des métiers de service, eau, énergie, propreté, à en fait un métier de service où je vais devenir éditeur logiciel. Donc le coup est parti comme ça, et la vie s'est déroulée un petit peu différemment. Et 3 métiers principalement, les 3 sont concernés par la Digital Factory? Tout à fait. Est-ce qu'on peut justement savoir donc, comment vous avez vendu ce projet à la direction générale? Alors en fait, il n'a pas été vendu réellement. On nous a laissé faire. Alors des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y avait 2 entités. Une qui était vraiment métier au corporate, une entité qui s'appelle Innovation et Marché, qui s'est dit, il y a des choses à faire, l'or noir, la data, tout le monde en parle, faut pas que je reste en dehors de la route. Et donc ces gens-là se sont dit, on peut essayer de trouver des use cases. Et puis côté IT, la partie traditionnelle des SI corporate, où les gens avaient la possibilité en fait de mettre en place, via des technologies nouvelles, donc cloud, méthodologie agile, etc., des projets de manière assez rapide et satisfaisante dès lors qu'on répondait aux conditions de la mise en œuvre de l'agilité. Donc ces 2 entités se sont réunies, et donc comme on n'a rien demandé à personne en termes de budget ou en termes d'arbitrage, on nous a laissé faire, et c'est comme ça qu'on est parti. On peut rappeler le nombre d'employés peut-être dans la Digital Factory de Veolia aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a 170 000 personnes, ça c'est le groupe. À Digital Factory, nous ne sommes que 70, mais on ne souhaite pas grossir, j'expliquerai pourquoi. On souhaite plutôt créer des réseaux à l'intérieur de Veolia pour avoir des espèces de succursales de Digital Factory. Sophie, combien de personnes pour la Digital Factory à France? Alors, c'est une structure organique. Déjà, on ne voulait pas faire une organisation centralisée. On voulait vraiment être une entité positionnée comme une agence interne au service des métiers. Donc, aujourd'hui, on va être à peu près une vingtaine de personnes, pure Digital Factory, mais tout ça est organique parce que en fonction du besoin des métiers, des projets, on va gréer avec des ressources ou internes ou externes. Ce qui est très important, c'est que nous, on a vraiment un partenariat très fort avec l'IT.
dès le départ. On n'aurait jamais fait une Digital Factory chez Air France s'il n'y avait pas eu un partenariat fort avec l'IT. Et donc, dès le départ, on va dire que l'IT a misé au pot et a donc donné des effectifs et surtout des compétences et des connaissances à la Digital Factory. À commencer par un architecte IT. Et ça nous aide évidemment énormément à ancrer toutes les solutions qu'on va développer dans le système d'information. Donc, on va dire, pour répondre à la question, 20 personnes, c'est la Digital Factory. On a un écosystème avec l'IT de 30 personnes. En plus, on héberge l'innovation IT dans nos locaux, parce qu'on a des locaux dédiés. Donc, on a vraiment cet écosystème de 30. Et si on prend aussi les compétences externes, voilà, c'est à peu près 40 personnes et ça peut devenir 50, ça peut se réduire à 30, tout dépend du besoin. Pascal, même question donc, sur l'effectif et son évolution. Alors aujourd'hui, notre Digital Factory représente 120 personnes, c'est à peu près 60% IT, 40% métier. Et l'évolution, elle n'est pas prévue. Je pense que nous sommes au dimensionnement nominal et on n'a pas l'ambition de continuer à faire grossir cette factory. C'est plutôt, comme tu disais à l'instant Thierry, plutôt en mettre d'autres sur d'autres thématiques. Avec des intervenants externes qui participent également ? Oui, il y a un mix d'internes, d'externes, de partenaires. C'est un écosystème assez pluridisciplinaire et de différentes origines. Alors j'aimerais qu'on s'attache maintenant à la gouvernance de cette Digital Factory. Pascal, est-ce qu'on peut donner un peu l'état d'esprit que vous encouragez au quotidien dans cette équipe ? Alors, en termes de gouvernance, ce que nous avons posé dès le départ, et c'est vraiment l'ADN de cette organisation, on est vraiment dans une responsabilité, dans une co-responsabilité métier IT. Je pense que beaucoup de gens ont connu ce travers des années passées où le digital était un peu hors sol. Il y avait cette espèce de fossé entre les métiers, le digital et l'IT. Et donc, nous avons souhaité sortir de ce travers et vraiment poser une organisation indépendamment du rattachement de chacun des collaborateurs qui participent. On est vraiment en copilotage et en co-responsabilité. Donc, il y a 2 responsables, un IT et un métier. Il y a 2 sponsors. Je suis celui de l'IT. J'ai mon homologue côté métier et qui est porteur d'un PNL. Donc, on est vraiment très orienté business. Et c'est cet état d'esprit, copilotage, co-responsabilité au service d'un seul objectif, développer le business, satisfaire le client. Sophie, l'état d'esprit, l'organisation, les valeurs qui sont véhiculées ? Alors déjà, dans l'organisation, on a 5 pôles. Un pôle opérationnel, un pôle qui va gérer le portfolio des projets, un pôle IT, évidemment, un pôle design et un pôle acculturation. Et ce qui est important aussi, c'est que dans la gouvernance, c'est pas une décision top-down où en fait on aurait la présidence qui aurait demandé à ce qu'on mette en place une Digital Factory. Donc nous, c'est plutôt une décision collégiale du COMEX et donc 3 fois par an, on organise notre board à nous où on demande à 10 membres du COMEX de venir parce que c'était important pour nous de leur expliquer ce qu'on était en train de construire et puis on était bien conscient qu'il fallait démontrer la valeur dès le départ. Donc on a fait de la pédagogie et finalement on va avoir notre 4e board là en juillet. Donc ça c'est pour la gouvernance et ensuite on a une approche et des valeurs. Là aussi les valeurs c'était très important. On était une petite équipe de pionniers. Très rapidement on a vu qu'on avait des valeurs en commun. Et si on voulait être au service des métiers, il fallait que ces valeurs elles soient encore plus fortes, surtout si on allait recruter des personnes pour venir nous rejoindre. Donc les valeurs, c'était vraiment l'audace, parce que déjà l'audace d'exister dans une grande organisation de 53 000 personnes, hein, il faut y croire à son histoire, et puis l'audace aussi par le lieu qu'on a créé. On n'avait pas de lieu et on voulait un lieu parce qu'on était convaincus que c'était important pour délivrer en fait notre valeur. Et donc, on a déposé 28 containers dans la cour du siège. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'avoir peut-être quelques images, mais l'audace de déposer ces containers. Et ensuite, c'est la collaboration et l'attention. Si on veut travailler main dans la main avec les métiers, eh bien, il faut être quelque part dans l'humilité, dans l'écoute, dans l'observation, dans l'attention. Et puis, on a une approche, parce que généralement, les métiers viennent nous voir, ils nous disent, bon, j'ai une appli, c'est super, est-ce que vous pourriez nous aider à accélérer ? Et on challenge. Donc, c'est notre façon de faire. Donc, on dit, dans notre approche, premièrement, ne jamais aller à la solution. Mais même si vous arrivez avec une solution, on va rediscuter du pourquoi. Au fond, qu'est-ce que vous essayez de résoudre comme problématique avec cette solution ? La deuxième, c'est toujours être
in the shoes of the customer, vous devez connaître bien évidemment cette expression, donc se mettre à la place de l'utilisateur, du client ou de l'utilisateur interne. Et la troisième approche, c'est être systémique. Et donc ça va bien avec tout ce qui est méthodologie agile, mais ça va bien aussi dans notre façon d'aborder les problématiques, puisqu'on met l'IT dès le départ sur la problématique. Et l'image qu'on aime bien utiliser dans les cours, c'est le Rubik's Cube. Parce que cette approche systémique, c'est de dire, attention, quand vous croyez avoir résolu un problème avec votre solution digitale, comme le digital est partout maintenant, n'oubliez pas que vous allez impacter une autre face du Rubik's Cube. Donc quand vous avez toute la face orange, pensez que peut-être que côté face verte, ça ne matche pas. Et donc c'est très très important d'avoir cette vision un peu globale, holistique, comme on dirait en anglais. Donc ça, c'était pour notre approche. Merci. Thierry, la gouvernance de cette Digital Factory, elle passe par des nouvelles coopérations ? Oui, alors peut-être simplement pour que vous compreniez le contexte, Veolia, on est réparti en chiffrant sur 50 pays et chaque pays en fait a son autonomie, y compris en informatique. Alors pas sur tous les sujets, notamment cybersécurité, mais en tout cas a le droit de faire appel ou non à la Digital Factory. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Pardon. Donc dans ce contexte-là, à la Digital Factory, on ne peut pas se permettre en fait, de faire le boulot à la place des DSI locaux, et de deux, de travailler pour tout le monde s'il n'y a pas de mutualisation d'un pays à l'autre. Donc en fait, on a une démarche qui était plutôt de séductive adoption, c'est-à-dire que l'on a dit au DSI, nous on travaille gratuitement. Mais travailler gratuitement, ça veut dire que c'est à nos conditions, c'est nous qui faisons les choix, c'est nous qui définissons le comment, vous définissez le quoi. Et à partir de ce moment-là, on va travailler que si vous y mettez aussi vos moyens. Donc, y mettre les moyens, c'est à deux niveaux. C'est premièrement, pendant la vie du projet, c'est-à-dire que vous ayez des utilisateurs référents qui participent au projet. On ne peut pas travailler en méthodologie agile si l'utilisateur n'est pas présent. Et deuxièmement, que l'IT de la BU va s'engager ensuite à prendre possession de ce qui aura été fait pour assurer le support et ensuite, éventuellement, les évolutions dans une démarche non pas open source, puisque ça se fait en interne, mais inner source. Donc on a beaucoup travaillé, itéré sur ce genre de choses. Et pour éviter d'avoir des comités compliqués ou d'avoir des arbitrages qui sont toujours difficiles à rendre, moi j'ai organisé en fait au niveau de la Digital Factory deux parties. Une partie front, avec quelques data scientists et quelques business analysts qui vont assez vite en fait discuter avec le métier quand il y a un besoin qui remonte pour voir si ça fait du sens de le traiter, comment on va le traiter. Et si ça fait du sens, ensuite, on va le canaliser dans le pipe du développement. Et là, pour le coup, on priorise entre les trois business lines eau, énergie, propreté, avec nos homologues qui sont la direction technique et performance, qui sont les référents métiers, et qui vont venir conforter la demande du métier pour dire oui, ça fait vraiment du sens côté métier. Et là, c'est vraiment une priorité. C'est par ça qu'il faut commencer. Et éventuellement, ce projet-là, on va le différer ou on va éventuellement l'abandonner. Et en 3 ans, je crois qu'il a été nécessaire de changer de méthode agile, notamment. Oui, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, la Digital Factory était côté IT et la partie business voulait piloter la Digital Factory, mais dans un mode maître-esclave. En faisant à un moment donné des choix, y compris des choix technologiques sur le data lake, sur l'IoT, etc. Et donc, on s'est battu pendant 8 mois et l'IT a gagné et tout est revenu chez moi. Voilà. Et maintenant, ça marche mieux. Et c'est la multiplication des projets, en quelque sorte, qui a forcé cette... Non, c'est le fait que sur des choix technologiques, à un moment donné, il y a une stratégie d'ensemble. Ce que tu disais, Sophie, c'est que la Digital Factory fait partie d'un ensemble complet. Les DSI ont leur legacy. La Digital Factory a démarré sans passé, donc c'était un petit peu plus facile. En revanche, à un moment donné, il faut bien raccrocher tous les morceaux et faire en sorte que les différents DSI puissent aussi monter en compétences sur ces nouvelles technologies. Et il faut assurer une certaine cohérence et compatibilité entre les infrastructures. Et à l'origine, c'était du Scrum, je crois, votre méthode agile. Alors, on est toujours là-dessus. Pour l'instant, parce que finalement, les projets qu'on a eu à gérer, on arrive à les gérer avec cette méthode-là. On n'a pas eu besoin de mettre en place des équipes de cinquantaine de personnes. On n'aurait pas la capacité pour passer sur l'autre méthodologie. Sophie, on peut parler méthode agile aussi à Air France avec les feature teams,
Alors, on parle méthode d'une manière générale, pas spécifiquement celle d'Agile. Encore une fois, nous, ce qu'on a vraiment découvert en termes de valeur, hein, c'est la combinaison design thinking et méthodologie Agile. Dès lors qu'on commence à un projet, on est dans la partie kick-off et on va dérouler un projet, évidemment, on va être en méthode Agile, donc Scrum, plutôt chez nous. Et il y a un réseau aussi qui existe au sein d'Air France qui s'appelle New Way of Working, qui travaille vraiment sur la montée en compétences. Je vois que nous ne sommes pas les seuls, qui travaillent sur la montée en compétences des personnels d'Air France et plus particulièrement sur la population AMO, sur ces nouvelles méthodologies. Mais encore une fois, si on part du principe que nous visons l'adoption de la solution digitale que l'on va créer, il était très important pour nous de rechallenger au départ par la méthodologie du why or what, mais très vite on s'est rendu compte du super pouvoir du design, comme on appelle ça chez nous. Donc le design thinking nous a vraiment permis à la fois de bien cerner le besoin et aussi d'aligner les acteurs, puisque les solutions digitales aujourd'hui concernent pas un seul métier, généralement ils savent le faire eux-mêmes, mais 3, 4, parfois 5 métiers avec des compétences et des univers très différents. Et donc cette alliance design thinking, méthode agile, pour nous est importante, puisque au final, quelle que soit la méthodologie, le but du jeu, c'est que la solution que vous développez soit utilisée. Voilà. Bien sûr. Pascal, où est-ce que vos mousquetaires puisent justement leur super pouvoir ? Dans les façons de travailler, comme ça a été dit, nous aussi on est organisé en agilité avec des feature teams et donc du Scrum. Et puis maintenant on est en train d'installer l'agilité à l'échelle, parce que quelque part il faut synchroniser ces différents feature teams pour avoir de la cohérence dans les produits qui seront mis dans les mains des utilisateurs. Donc on est à ce stade là de lancer du safe. Sur la méthode, moi je voudrais insister sur une chose. On a parlé de gouvernance, etc. Et je vous ai écouté à l'instant. Nous, on n'a plus de côté. On ne dit plus côté IT, côté métier, ça a disparu. Et ça, c'est vraiment sans doute la transformation la plus puissante, c'est ça. Il n'y a plus de côté IT, il n'y a plus de côté business. Il y a une équipe. Ils sont tous mélangés dans les feature teams et ils sont là pour un seul objectif, c'est aller chercher du business et la satisfaction du client. Bien évidemment, en amont, on y met aussi du design thinking, parce que c'est quand même beaucoup plus efficace de demander au client ce qu'il attend plutôt que de penser à sa place, parce que souvent on se gourre. Donc ça, c'est important de le mettre. Ça fait partie de l'état d'esprit de ces Digital Factory. Puis il y a deux volets sur lesquels on a souhaité insister en termes de méthode. C'est il faut des architectes de super bon niveau dans ce genre d'organisation, parce qu'on peut basculer de l'agilité à l'agitation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire, on ne sait pas trop où ça va se poser. Et puis au final, ça finira par marcher. Ben non, ça ne marche pas, parce que dès qu'on monte en puissance, il y a tout qui s'écroule. Et puis donc, il faut effectivement des fonctions architecture qui soient extrêmement solides, d'extrêmement bon niveau. Et deuxièmement, pour animer ces feature teams, là aussi, il faut beaucoup de rigueur. Donc les Scrum Masters, il faut vraiment du Scrum Master senior pour atteindre de la vélocité, une certaine productivité. On n'est pas là pour se faire plaisir, même si l'état d'esprit est fondamental. À la fin de la journée, il faut bien délivrer des solutions, des produits, donc du business. Donc il faut être très fort sur l'architecture, il faut être très fort sur la méthode. Donc c'est le rôle du Scrum Master. Et le time to market, ça reste quand même le principal bénéfice recherché ? C'est le nerf de la guerre. Le time to market aujourd'hui, sur des marchés qui accélèrent, c'est ce qu'on monitore au quotidien. Et le fait de fonctionner en mode agile, c'est bien ça. Aujourd'hui, nous sommes capables de mettre en production de nouvelles fonctionnalités toutes les semaines. Et on va continuer à augmenter cette fréquence, bien évidemment. Alors, il y a le time to market, il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qui va délivrer la valeur. C'est-à-dire qu'on jette de moins en moins de choses. Quand on n'est pas suffisamment agile, suffisamment proche du métier, suffisamment à l'écoute du client, on développe plein de fonctionnalités et on s'aperçoit qu'au bout du compte, il y en a très peu qui sont utilisées. Donc il y a une notion de qualité, est-ce que j'ai atteint ma cible en même temps qu'on recherche de la vitesse. Sophie, l'amélioration des performances, ça fait aussi partie des constats, des améliorations possibles grâce à la Digital Factory ? Oui, après, on ne préjuge pas, en fait. Au départ, c'est vrai que la Digital Factory avait comme objectif l'accélération et l'exécution, le how to make it happen. Donc ça, c'était vraiment important. Mais au final, quand on s'est rendu compte du champ des possibles qu'on avait juste en écoutant les métiers, puisque en écoutant les métiers, le premier asset de la Digital Factory, ce sont les use cases. Nous, c'est un asset très très important, et c'est pour ça aussi
qu'on est intéressant. Parce pour mettre en regard par rapport à l'innovation, parfois on a une idée, et puis on va voir un métier, et puis on dit tiens, ça serait bien que tu l'utilises. Nous, en fait, on ne réfléchit pas de cette manière-là, on regarde quelle est la problématique et on se dit si l'innovation permet d'élargir les champs des possibles, d'accélérer la mise en œuvre ou de proposer une solution encore qui réponde encore mieux aux besoins, alors ça va apporter de la valeur. Donc nous, notre asset, c'est les use cases. Donc il y a des use cases où il faut accélérer une solution digitale. Il y en a d'autres, on constate qu'il y a une application qui n'est pas utilisée et donc on revient à pourquoi n'est-elle pas utilisée, et là je ressors avec le design thinking et comment on se ressent sur la problématique. Donc on ne préjuge pas en fait de ce qu'il faut délivrer. On est ouvert à toutes les problématiques métiers. Thierry, des cas pratiques aussi dans votre contexte sont très vite développés? Oui. Alors, ils sont plus rapidement développables lorsque c'est des demandes internes au sens amélioration de la performance opérationnelle. Parce que là, on n'est pas obligé de passer par les phases amont de design thinking ou de repositionnement par rapport à des nouveaux services qu'on pourrait offrir au marché. Donc là, on peut démarrer extrêmement rapidement. Mais même si on est en mesure de démarrer rapidement, pour toute la partie infrastructure, on n'a pas de souci parce qu'on est vraiment en cloud. Donc là-dessus, démarrer un projet, si on veut démarrer demain matin, on a tout ce qu'il faut sous la main, on se met autour de la table, on définit une user story, c'est parti. Là où on s'aperçoit que les équipes qui viennent du métier ont du mal en fait à donner les priorités sur les use cases à développer, notamment lorsqu'on veut faire un MVP. Et nous, on se bat en lutte pour dire attention, vous aviez l'habitude, je suis encore dans le monde des opérations, vous aviez l'habitude de faire comme ça. Vous demandez des améliorations, on repart d'une page blanche. Et là, le MVP, il faut accepter que ce soit MVP. On ne peut pas d'un côté dire je vais faire de l'agile, mais quand ça m'arrange, je comprends pourquoi vous n'allez pas plus vite. S'il y a 20 jours à faire ou s'il y a X points vélocité, c'est comme ça. Et puis, on ne peut pas non plus dire je veux de l'agile avec du MVP, et puis à un moment donné, on voudrait avoir, comme dans un forfait, tout fini à la fin. Donc pour cette partie-là, on a beaucoup sensibilisé, y compris les directions générales, ou les top managers, donc les personnes qui encadrent ces gens-là, pour qu'elles comprennent vraiment ce que ça représente. Alors vous avez un recul de 3 ans, vous disiez, sur la Digital Factory. Les principaux bénéfices constatés par rapport aux objectifs qui étaient planifiés au démarrage? Alors, les principaux bénéfices, ils sont, indéniablement, ils sont pour les métiers, puisque sur les applications qui ont été réalisées, là, c'est un plus. Quand je dis un plus, c'est un complément de ce qu'elles avaient avant. Donc, elles avaient toute leur legacy avec leur gestion courante. Et en fait, ce qui manquait, c'est le management de la data, le traitement de la data, ce qui pouvait venir de l'IoT, des SCADA, enfin, ou du croisement de données. Donc ça, c'est des applications qu'ils ne savaient pas faire. Et quand la Digital Factory leur a donné la possibilité de le faire, c'était pas que des trucs hyper rocket science. On a des data scientists, mais dans certains cas, ce qu'on nous demande, c'est pas de la data science. Je vous donne un exemple. On avait sur la partie IoT, on a plein de compteurs, des smart meters qui sont sur le terrain. Et en fait, on avait de manière silotée un SI qui permettait d'analyser de manière très fine tous les incidents techniques. Les piles défaillantes, les retours de compteurs, etc. Et puis, à côté de ça, on avait un SI de facturation qui avait toutes les données contractuelles. Mais personne n'avait jamais maillé les deux. C'est-à-dire que si vous aviez un compteur qui ne consommait pas, personne ne savait si c'était normal ou pas. Donc, en fait, on a simplement pris les SI des deux entités, on les a remontés dans le data lake, et puis on a dit, voilà, celui-là, il consomme de l'eau, il n'a pas de contrat, c'est pas normal. Donc, allez récupérer de l'argent. Celui-là, il a un contrat, il ne consomme pas de l'eau. C'est pas normal, il y a peut-être une fraude. Et donc, en fait, on a assez rapidement permis en fait, d'apporter de la valeur pour le métier. Et sans coût supplémentaire, puisque toute la partie infrastructure, c'est vraiment un paiement à l'usage, avec des coûts qui sont extrêmement, extrêmement faibles. Et ce qui n'aurait pas été acceptable pour le métier, parce que si on leur avait rajouté des coûts extrêmement importants, je pense que l'adoption n'aurait pas été au rendez-vous. Sophie, les principales améliorations constatées après un an donc, de fonctionnement? Le premier point, c'est la confiance. Ça, c'est le premier livrable. C'est la confiance qu'on a réussi à instaurer
peu comme tu disais, Pascal, en tout cas entre les métiers, l'IT, tout ça, c'est un écosystème, donc c'est le premier point positif. Le deuxième, c'est qu'on a quand même réussi en 16 mois à délivrer 20 projets. Où on a un taux de satisfaction qui avoisine les 100%. Et même sur le projet qui fait les 1% de non-satisfaction, au final, c'est la trajectoire que le métier a décidé de changer en cours de route. Donc c'est plutôt nous qui vivons la frustration d'avoir changé l'objectif. Mais au final, eux se disent très 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 satisfaits du livrable anyway. Donc on peut presque considérer que c'est du 100% de satisfaction. C'est d'avoir été dans une dizaine ou douzaine de domaines différents. Donc, on vraiment se diffuse dans l'entreprise sur différents métiers. On a fait aussi bien des projets RH que des projets en maintenance aéronautique, que de projets... Il y a un effet tache d'huile, en fait, c'est ça. Voilà, opérationnel. Et c'est cette confiance qu'on ne pouvait pas préjuger. Voilà, et cette capacité à se dire qu'on voulait délivrer de la valeur et que le retour, le feedback qu'on nous donne, c'est effectivement qu'on apporte de la valeur sur l'ensemble des projets qu'on a menés. Pascal, les principaux bénéfices observés? Celui qui est central, hein, comme le disait Sophie, c'est la notion de valeur, mais encore faut-il préciser un peu ce qu'on entend par valeur. Première chose qui ressort, c'est vraiment l'état d'esprit. Ce plateau de 120 personnes, mais moi je peux y rester de très très longues journées parce qu'on s'y sent bien et les gens se sentent bien et dans ce qu'ils ont. Alors, je sais, on en a parlé hier soir dans la keynote, on ne cherche pas à ce qu'ils aient du plaisir au travail, mais quand ils ont un travail intéressant, ça génère du plaisir. On est vraiment sur ce phénomène très positif. Deuxième phénomène, c'est que nous avons énormément gagné en performance. Alors, qu'est-ce que j'entends par performance ? Dans les équipes, nous avons à la fois le métier, donc les product owners, ceux qui sont là en train de rechercher de la valeur, du business, du chiffre d'affaires. Vous avez à la fois les UX qui sont là sur le parcours client, et à la fois vous avez les informaticiens, les architectes et les développeurs qui cherchent de la performance technique. Bien, tout ça au quotidien, c'est monitoré en temps réel. Cette équipe pluridisciplinaire a les yeux rivés sur ces indicateurs de performance. Et le chiffre d'affaires, ce n'est pas que l'affaire du product owner, c'est aussi l'affaire derrière des architectes et des développeurs, parce que si l'application n'est pas performante, on ne fera pas de chiffre d'affaires. Donc, en mettant toutes ces compétences et ce monitoring, donc c'est cette culture de la mesure en place, ça donne effectivement beaucoup de performance. Et puis dans la performance, effectivement, comme tu le disais, on livre plus souvent et on a un taux de satisfaction client qui a énormément progressé. Donc voilà, on a, in fine, généré beaucoup plus de valeur. Donc voilà, c'est vraiment cette recherche de valeur et de performance au cœur de nos objectifs. Je crois que vous m'aviez dit d'ailleurs, dans la Digital Factory, on ne recherche jamais de coupable. C'est vraiment ça. Oui, alors ça, c'est ce point clé. Vous savez, il faut toujours anticiper les crises parce que tôt ou tard, on est confronté à une crise ou à quelque chose qui ne marche pas. Alors, une fois qu'on est confronté à une difficulté, il y a deux façons de faire. Soit on cherche le coupable, soit on cherche une solution. Voilà. Et donc, si on a un bon état d'esprit, on va être tout de suite dans la recherche de la solution, et c'est pour le client qui, au bout du compte, n'a plus le service. Donc, il faut lui apporter une réponse. Puis les coupables, on cherchera plus tard, et encore, je ne suis pas sûr, ça n'a pas d'importance. Voilà. Mais ça se prépare. Et c'est l'état d'esprit d'une équipe qui permet d'être plutôt à droite qu'à gauche. Sophie, vous disiez qu'il y a des effets de mode peut-être à éviter aussi. Est-ce qu'il y a des agents contre-productifs, en quelque sorte, des pièges à éviter importants dans une Digital Factory ? Je reviens toujours sur la notion de valeur. C'est en fait l'état d'esprit. Le vrai passeport au sein de l'entreprise, c'est l'état d'esprit. Et j'en parlais tout à l'heure. Je pense que la notion d'humilité vis-à-vis des équipes qui sont en place, elle est extrêmement importante. Voilà, donc ça c'est le principal vecteur de réussite dans la collaboration avec les autres personnes de l'entreprise. Thierry, même question, des pièges à éviter, des effets de bord? Alors moi, je pense que le piège à éviter, ce serait que la Digital Factory, qui ne peut exister que s'il y a des gens compétents, performants, elle finisse par s'autosuffire, même si elle est proche du business, et qu'elle finisse par enfler. En tout cas, dans nos organisations, ce ne serait pas acceptable. Donc moi, je pousse alors mes équipes, parce que moi, je pilote cette entité Data for Business, donc j'ai directement sous ma coupe les business analysts, les UX designers, les data scientists, les product owners, etc. Et indirectement, les gens techniques qui vont faire le développement, les scrum, les architectes, etc.
Et en fait, je les pousse tous autant qu'ils sont à communiquer, à informer, à externaliser la Digital Factory pour que les autres entités montent en compétence, parce qu'il y a des DSI dans les pays, et il y en a 2 là, représentants de chez Veolia, pour qu'eux puissent aussi, à un moment donné, participer à cette équipe, parce que si dans quelques années, on va voir la direction générale en disant il faut de l'argent en plus pour grossir, ils vont dire « ouais, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que vous allez faire ?» Le business ne va pas forcément soutenir, parce que si au niveau du corps on grossit, il va bien falloir que ça redescende quelque part, et on va se retrouver dans une équation que personne ne saura résoudre. Donc je leur dis, communiquer. Donc on fait par exemple des formations sur le data lake, on fait des formations sur l'agilité, on fait tout ce qu'il faut pour que les métiers, quand je dis les métiers, c'est les IT des métiers s'approprient tout ce que l'on fait et qu'on reste pas du tout les experts, même s'il faut qu'on garde cette capacité à rester compétent sur le sujet. Est-ce que la Digital Factory fait naître des frustrations? Est-ce qu'il y a des conséquences imprévues ou mal vécues par certains responsables antérieurs, on va dire? Alors, on a eu un cas sur la cinquantaine de solutions qu'on a sorties à la Digital Factory, on a un cas d'échec. Mais là, je pense que c'était une question de transition. Donc ça a laissé des traces, parce que vous parliez de confiance. La confiance est dure à acquérir, et assez vite, en fait, elle peut tomber. On a régulièrement des petits pépins, parce que sur un des sprints, il y a des choses qui se passent pas tout à fait comme prévu, et puis il faut rattraper le coup. Mais non, pas de départ la frustration précipité. Non, pas. Pascal, pareil, même constat chez vous? Oui, alors il y a un risque autour de ces dispositifs organisationnels, c'est toujours l'ingérence des autres parties de l'entreprise. Et ça, il faut être vigilant, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une équipe métier IT, donc il y a effectivement toutes les compétences et les niveaux de décision qui vont bien dans le dispositif organisationnel. Malgré ça, on n'est pas seul dans l'entreprise, donc il y a des gens qui ont tendance à vouloir venir décider à la place d'eux. Ça, c'est effectivement un peu embêtant, il faut être vigilant. Donc la frustration, elle est plutôt externe, c'est-à-dire que quand il y a un dispositif comme celui-là qui fonctionne bien, certains n'ont peut-être plus de place dans l'organisation. Voilà. Donc ça peut effectivement... Ça peut servir de révélateur, c'est ce que vous dites. Très bien. Alors avant de vous passer la parole pour vos propres questions, peut-être qu'on peut vérifier ensemble si c'était à refaire demain, la Digital Factory. Est-ce que vous referiez de la même chose? Qu'est-ce que vous feriez différemment? Sophie? Alors déjà, je pense que je reprendrai la même équipe, parce que c'est pas l'histoire d'une personne, mais vraiment d'une équipe. Et je retrouve vraiment ce qu'on partage ici, c'est qu'il y a un état d'esprit, les gens ont l'impression vraiment de faire bouger les choses, de transformer l'entreprise, et il y a un esprit positif, ouvert, encore cette notion d'audace où les gens ont envie d'aller plus loin, de tester. Donc ça, c'est ce qui vous motive au quotidien quand vous allez bosser le matin, et vous êtes super content quand vous repartez le soir. Et c'est pas juste un effet, quoi. On sent que c'est vraiment ancré maintenant dans l'organisation. Après, il y a quelque chose qu'on recommencerait, mais différemment. Donc, comme je vous le disais, on a créé ce lieu de 700 mètres carrés parce que, en fait, on voulait que le digital ne soit pas quelque chose pour les experts, hein, un truc un peu conceptuel comme ça. Et on voulait que ça soit ouvert vraiment à tous. Donc, on a créé ce lieu à la fois pour que ça soit ouvert aux salariés de l'entreprise, mais aussi parce qu'on avait une idée très précise dans Factory de cette ligne de production, hein. Donc, on allait produire des solutions digitales. Donc, on part de l'idéation. Donc, on a une salle de créativité. Après, on a des salles projets. En fait, on a tout un parcours comme ça. Donc, ça fait 700 mètres carrés. Et en bas, c'est assez ouvert. Et en fait, on a été un peu dépassé par les événements, puisque depuis le mois d'octobre, on a accueilli plus de 7000 personnes, ceux qu'on a réussi à comptabiliser. Et on a été extrêmement benchmarké par d'autres entreprises qui cherchent aussi leur modèle, qui effectivement s'interrogent sur les relations avec l'IT. Et donc, clairement, on n'était pas du tout prêt à recevoir 7000 personnes. Je vous parle de ça de octobre à mai. Donc, il aurait fallu presque identifier un poste d'hospitality manager pour
pour pouvoir accueillir les personnes. Et le deuxième, il y a un effet de communication. Finalement, oui, on l'avait anticipé, mais pas autant que ça. C'est-à-dire qu'il y a de la communication en interne. Effectivement, nous sommes là pour faire beaucoup de pédagogie, expliquer comment on a travaillé, on est relais nous-mêmes. Et puis, il y a un effet de communication externe. Nous sommes là aujourd'hui, je crois que c'est pour en témoigner. On passe du temps à l'externe. Et c'est vrai qu'on nous demande de témoigner et ces témoignages sont intéressants. On a aussi eu beaucoup de benchmarks de ces grandes entreprises. Si on veut bien faire ce job-là, il faut consacrer du temps dans cette communication qui est enrichissante pour nous aussi, par les questions qu'on nous pose, mais aussi par ce qu'on peut donner. Et les équipes sont très très fières de pouvoir témoigner. Donc clairement, le lieu, c'est une des meilleures idées et à la fois la plus challenging au quotidien parce que la valeur, c'est quand même nos projets, nos équipes, c'est le résultat de ces projets-là. Et en même temps, on a ce lieu qui est un vrai succès, quoi. Et qui ne doit pas cacher les compétences qu'il y a à l'intérieur. C'est ça aussi un peu le danger. Thierry, une seule chose à changer peut-être si c'était à refaire? Peut-être être attentif parce que la Digital Factory elle fonctionne très bien. Si c'était à refaire, un petit peu pareil avec les mêmes équipes, peut-être en renforçant quelques profils, par exemple UX où on a démarré un petit peu plus tard, tout ce qui était normes graphiques, UI où on a démarré sans et puis on a trouvé nécessaire de le mettre assez vite en place pour avoir une certaine homogénéité. Il y a quelques compétences qui restent très spécifiques, par exemple des compétences SIG. Ou des compétences qui allient dans le métier la partie mathématique et la partie industrielle. Et ça, les gens qui viennent du cloud, des nouvelles technologies, n'ont pas cette compétence. Et ça nous a de temps en temps occasionné. Tout à l'heure, vous parliez de friction, je disais non. Des fois, le métier nous disait, il suffit de faire une intégrale. Le gars disait, bon d'accord, mais est-ce que tu peux me décrire l'intégrale? Non, mais c'est une intégrale, tu fais la dérivée. Voilà. Et les gens venaient me voir en disant, bon, comment je fais ça? Donc peut-être améliorer quelques... voilà. Pascal, oui. Oui, alors, sans hésiter, je suivrai à peu près la même trajectoire et pour créer cette organisation. Deux choses que j'essaierai d'anticiper. Un, et tu l'as dit Sophie, c'est le lieu de travail, puisqu'on n'est pas encore dans notre lieu définitif. Donc on s'est accommodé des premiers espaces que nous avons pu coloniser en quelque sorte. Et là, nous allons livrer début juillet vraiment un plateau qui est pensé espace informel, design thinking, co-création, etc. Voilà, les personnes vont vraiment être dans le lieu de travail totalement adapté aux façons de travailler. Ça, c'est le premier élément. Donc, il aurait sans doute fallu accélérer de ce point de vue-là. Et le deuxième, c'est que nous avons un peu tardé en termes de com. Pourquoi? Parce que dans le groupement, on préfère montrer ce que l'on a fait plutôt que d'en parler avant. Donc, mais là, on vient de se doter d'un DIRCOM dans la Digital Factory, parce que c'est extrêmement important, à la fois pour valoriser le mode organisationnel, à la fois valoriser les compétences, mais également aussi développer notre marque employeur, parce qu'on a besoin d'aller chercher les meilleurs talents sur le marché. Voilà. Merci. Et puis, peut-être encore une fonction, on y réfléchit. Il nous faut quelqu'un qui soit effectivement, au-delà de la com, en charge d'aller sur cet aspect recrutement dans les écoles, dans les universités, voilà, auprès des jeunes, vendre ce que nous sommes en train de faire. On a une question de Afid de la mairie de Saint-Ouen, je crois, c'est ça. Comment il est géré? Donc, est-ce que vous le gérez complètement ou il est sous la hiérarchie de son directeur métier? Et donc, s'il y a des décisions à prendre, est-ce qu'il est autonome pour vous apporter éventuellement une amélioration, une proposition, ou il est sous l'influence, l'ingérence éventuellement de son directeur, éventuellement dans l'innovation? Ça d'une part. D'autre part, donc l'usager final qui attend un service. Donc, le service attendu par l'usager, comment il a remonté chez nous? Alors, sur le premier sujet, je le disais tout à l'heure, encore une fois, ça dépend du dispositif organisationnel, mais on part du principe que cette entité, elle est autonome, y compris dans sa prise de décision. C'est-à-dire que le sponsor métier de la Digital Factory, c'est le patron du PNL.
Voilà, donc c'est bon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On a en proximité les personnes qui sont habilitées à décider. Moi, je suis le sponsor IT, je suis DSI et j'ai aussi toute légitimité à décider. Donc on est vraiment sur des circuits courts. C'est pour ça que je dis qu'il faut être vigilant à l'ingérence, parce qu'on pourrait avoir d'autres acteurs beaucoup plus loin du sujet qui voudraient prendre des décisions à la place de l'entité. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, sur le côté client, puisque nous, on est vraiment focalisé sur l'expérience client, eh bien, on va dans nos points de vente, on va au contact des clients, on va sur le terrain. Voilà. À la fois dans la phase de design thinking, puisque voilà, il faut aller chercher ce que le client attend, à la fois dans la phase de prototypage, et puis à la fois dans le fonctionnement des feature types. Lorsqu'on fait une release, eh bien, on va observer sur le terrain et on essaie de recueillir rapidement et en nombre les avis des clients. C'est totalement intégré dans le fonctionnement de la factory. Il y a une mesure de satisfaction régulière qui est faite. Ouais, tout à fait. Alors, satisfaction régulière au travers de questionnaires, etc., etc. Et puis également une mesure de ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que si le chiffre d'affaires il monte, si on va cliquer sur telle page, etc. Enfin, on a des éléments aujourd'hui de feedback quasi en temps réel, Oui. pour peu qu'on les ait embarqués dans le design des solutions. Alors Sophie, est-ce que la Digital Factory doit disparaître une fois que la transformation numérique est réussie, achevée? Ah oui. Ou en tout cas se transformer elle-même, si elle est capable de se focaliser sur la transformation, elle peut s'appliquer aussi ses propres principes. Donc on se dit que si dans 15 ans on est encore là pour expliquer comment il faut se transformer, peut-être qu'on sera passé à côté de l'objectif qu'on s'était donné. Se transformer en autre chose, oui certainement. Donc on s'est donné 5 ans. C'était aussi une façon d'expliquer au métier que nous étions que de passage, qu'ils gardaient aussi la responsabilité de leurs décisions, de leur portefeuille de projet. Et ça, c'est vrai, c'était quelque part rassurant. Et puis, en même temps, ça donne une sorte de sentiment qu'on est là de passage. Donc, si on veut avoir une empreinte, il y a une gestion du temps à gérer. Donc voilà, oui, effectivement, dans maintenant 4 ans, hein, on est compte à rebours, voire 3 ans et demi, nous ne serons plus là, mais peut-être ce sera pour parler d'une autre histoire. Alors moi, je pense qu'il faut la faire perdurer, mais pas dans le même environnement, avec les mêmes projets. Et la faire perdurer, pour moi, de 2 ou 3 raisons principales. Première raison, c'est que ce travail, je veux dire, d'être précurseur pour avoir le temps, enfin pas pour avoir le temps, pour faire gagner du temps aux équipes des autres entités, d'éviter de se reposer les mêmes questions sur les architectures, sur les nouvelles solutions qui vont leur permettre de gérer l'aspect sécurité. Tout ça, ça doit être regroupé. Donc c'est ce qui s'appelait avant peut-être un petit peu les bureaux, les bureaux des méthodes dans les anciennes sociétés. Donc c'est un peu cet esprit-là qu'il faut peut-être garder. Et puis ça peut venir en appui ou en tout cas en fédération de toutes les entités qu'on souhaite créer, parce que la Digital Factory, effectivement, elle n'a pas vocation à rester toute seule. Au contraire, il faut qu'elle pullule partout. Et là, il faudra bien animer un petit peu ce réseau-là. Une dernière question, peut-être? Merci beaucoup. Je pense que